Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. 3 éditions annulées la semaine dernière. Oui, je vous l'avoue, c'est scandaleux, mais autant vous dire que c'est avec beaucoup de tendresse et beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons ce soir dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français Canal historique qui sera d'ailleurs d'autant plus importante. Bonsoir à vous, bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames, merci de suivre. Bonsoir. Merci, bonsoir et bon retour parmi nous à notre ami Sylvain. Alors contrairement à ce que disait, je crois que c'était Clémenceau, que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, il y a aussi des gens irremplaçables au sein du CNTFCH. Donc voilà, donc Sylvain en fait partie, donc il n'est pas doublé. Vous voyez, on est une petite équipe restreinte. On compte à la fois sur notre talent et sur notre santé. Quand l'un ou l'autre disparaît ou même provisoirement, eh bien ça fait bagoter un petit peu l'organisation. Mais je suis sûr que tous celles et ceux qui nous écoutent ne nous en tiendront pas rigueur et enverront toutes leurs ondes positives, en l'occurrence à Sylvain et puis même aux autres, parce que la santé, on en a tous besoin. Voilà, et vive la santé. Alors. Aujourd'hui, donc on est un petit peu en mode réduit, d'abord parce qu'on récupère juste notre ami Sylvain, et puis parce que d'autres personnes qui devaient venir ne sont pas là. On a quelques belles affaires, si je puis dire, hein, c'est-à-dire belles émissions à faire dans les jours qui viennent, entre mercredi prochain, vendredi et la semaine suivante, pour recevoir des personnes. Alors, quel type de personnes? Aujourd'hui, on s'aperçoit au sein du CNTFCH que nous ne sommes heureusement plus seuls à parler de ce dont nous parlons depuis 5 ou 6 ans déjà, à savoir la disparition de la République, à savoir que la 2008 a été une forfaiture contre la Constitution, et que donc tout est à reconstruire dans ce pays qu'on appelle la France. Même si les conditions extérieures à ce pays sont agitées, puisque évidemment l'Europe est en pleine agitation, puisque la Russie est en agitation avec l'Ukraine, qui est en interférence avec les États-Unis d'Amérique, et tout ça crée évidemment des choses. Mais malgré tout ça, il y a le petit problème franco-français qui nous intéresse tous, les uns les autres, mesdames et messieurs, car ce qui se passe ailleurs, c'est bien, mais ce qui se passe chez nous, ça nous intéresse encore plus. Est-ce que le frigo sera plein à la fin du mois? Est-ce qu'on va trouver des solutions pour que ceux qui ne prennent que de mauvaises décisions en notre nom, commencent à en prendre de bonnes? C'est tout ça qu'on va essayer de voir. Avec un titre un petit peu provocateur, mais comme souvent, hein, vous en avez l'habitude, c'est contre-productif. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup, le mot contre-productif. Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Non, je me constitue tout à fait productif contre-productif. Contre-productif. Alors, il vaut mieux être pour que contre, on est tous d'accord, hein, mais le mot à la mode, c'est pas pour productif, je suis désolé, hein, c'est contre-productif. On va voir pourquoi, comment. Et avant de commencer ce thème, que j'annonce par avance, donc, j'aimerais quand même parler de l'action, d'une action, qui a, parmi d'autres, hein, il y en a plein d'actions en ce moment, mais de Monsieur Trump. Alors, qui fait quoi, Monsieur Trump? Il est en train d'écrire un décret pour le peuple, ça veut dire en faveur du peuple, hein. C'est pas simplement pour le peuple, c'est pas une façon de parler, quoi. C'est en faveur du peuple, avec une chute de 80% du prix des médicaments sur ordonnance. Tout ce qui est médicaments sur ordonnance va proposer une chute de 80% de son prix. Ça, c'est quelque chose de relativement puissant quand même, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, d'ailleurs, en se rapprochant en cela à ce que nous préconisons en Europe, sauf que nous, on le fait rentrer dans la cotisation sociale, n'est-ce pas? Et qu'on paye effectivement, hein, quand on va chez le pharmacien, on paye pas grand-chose, hein, en général, hein, mais évidemment, parce que tout est placé dans les cotisations. Or Monsieur Trump, il prend l'argent où? Il prend l'argent là où il a dit qu'il allait le prendre, hein, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui étaient présents auparavant, à ses fonctions et autour. Et puis, il les prend dans les poches de toutes ces associations, ces aides humanitaires, etc., qui, soi-disant, devaient apporter le bonheur et le confort à un tas de gens, et qui n'ont apporté le bonheur et le confort qu'à eux-mêmes. Donc cet argent, il est désormais récupéré. La source, elle est détournée en la faveur du grand public et des Américains, plutôt qu'en la faveur d'une oligarchie qui a cru qu'elle pourrait piller le pays jusqu'à plus soif et jusqu'à plus faim et jusqu'au bout du monde. Et donc Monsieur Trump sonne la fin de cette. C'est pas une récréation, c'est carrément une gabegie contre le peuple américain et qui rejaillit sur tous les autres peuples de l'Ouest, on va dire l'Europe en particulier. Voilà ce
que on peut dire pour annoncer des bonnes nouvelles. Et puis je voudrais, avant de démarrer encore notre thème, rappeler tout simplement qu'au sein du CNTFCH, nous n'avons pas de ressources particulières autres que celles de vos dons, mesdames et messieurs, celles et ceux qui veulent bien nous envoyer quelques sous par carte bancaire, hein, sur notre site conseilnational.fr. Merci de bien vouloir vous souvenir de ça, parce qu'autrement on n'aura plus les sous pour vous parler. Alors s'il y a plus de sous, il y a plus personne pour parler. S'il y a plus personne pour parler, on n'est pas censuré, on est censuré par le manque d'argent, ce qui serait quand même la pire des choses au moment où nous avons le plus besoin de se parler les uns les autres. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le redire, nous sommes de plus en plus en liaison avec des associations, des groupes qui ne sont pas en association, mais qui s'appuient sur les mêmes données que nous pour déclarer tout simplement que ce gouvernement est illégal, pour déclarer qu'il faut absolument se rendre auprès de nos mairies qui sont l'entrée de la démocratie à la française et l'entrée de la démocratie de tous les pays pratiquement, puisque le maire est le premier magistrat, est le premier élu, etc. Et c'est vers un maire qu'on se tourne quand il y a des problèmes dans une commune et dans toutes les communes de France. Les gens se tournent vers tous les maires. Voilà. Et les maires aujourd'hui nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ne veulent plus se représenter la prochaine fois. Alors tous? Non, pas tous. 40%, c'est déjà pas mal. Qu'en pensez-vous? 40% des maires de France disent ne pas vouloir se représenter. Ce qui veut dire que désormais, la mairie n'est plus une sinécure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place à prendre, d'une part, de place intéressante, et il n'y a plus d'autorité, car elle est remontée directement soit au département, soit à la nation, au niveau national, et que n'ayant plus d'autorité, n'ayant plus tout ça, le rôle du maire, c'est de prendre des coups et de ne pas pouvoir trop bien réagir. La seule chose où il lui reste encore un brin d'autorité, c'est les signatures concernant tout ce qui se passe sur sa mairie, que ce soit de la voirie, que ce soit des décisions politiques quelconques, nationales ou autres. Il faut la signature du maire pour ça. Donc, c'est quelque chose dont nous allons traiter ultérieurement, pas directement sur ce direct parce que c'est un sujet en profondeur. On va pas faire de la politique ou de la je dirais de l'intelligence sociale devant vous en direct. C'est pas le but, en tout cas, et d'autres le feront peut-être, mais pas nous. Non, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler en back-office, c'est-à-dire n'étant pas présent devant les personnes qui nous écoutent ce soir, ou pas forcément. Par contre, si ces personnes sont intéressées par le sujet, nous allons très probablement faire appel à leur bonne volonté, tout simplement, qui consiste à s'inscrire en tant que citoyen sur une mairie quelconque. Alors à choisir. On vous expliquera comment ça marchera, mais ça va marcher comme ça. Il y a 4 ans, nous avons un petit peu simulé ce genre de choses avec des assemblées populaires qui traitaient d'un sujet ou d'un autre. Alors il y avait de l'architecture, il y avait la science, il y avait la médecine, il y avait différentes choses. Il y en avait en tout 17 sessions d'assemblées populaires. Et donc avec ça, on a fait des réunions, on a tiré des conclusions, on a fait des choix, on a fait plein de choses. On a réaffecté par exemple des locaux administratifs vides. Il y en a beaucoup en France et qui sont affectés à on ne sait trop quoi, qui coûtent un argent fou, alors qu'ils pourraient être soit loués, soit affectés à d'autres qui pourraient en tirer profit. Eh bien voilà. Donc on va partir dans ces directions-là. On va y revenir parce qu'on l'avait fait il y a 4 ans en arrière, 5 ans même. Et je crois que l'heure est venue. Rien n'est plus fort qu'une idée qui atteint son heure, comme disait Victor Hugo. Et je crois que nous sommes au bout de certaines idées pour lesquelles on a très modestement été précurseurs parce qu'on avait visé ces choses-là depuis longtemps. On les avait mises en musique. On avait essayé d'imaginer des suites. Aujourd'hui aussi, on est dans l'imagination des suites en s'appuyant sur une chose très importante qui est la démocratie d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors on va vous répéter ça souvent, ça peut paraître lassant, mais ce sur quoi nous insistons dans ce domaine précis, c'est la corrélation qu'il y a entre la situation de cette époque avec la situation de notre époque, d'une part, et puis d'autre part, il s'agit d'administration, donc on n'est pas tellement lié à la technologie, on n'est pas tellement lié à la différence de pensée entre les gens, l'organisation, c'est inné dans tous les peuples, sur toute la surface de la Terre. Donc on va revenir également avec ça, avec une aide précieuse qui est celle de l'auteur Iota Angelaki, qui nous permet de savoir comment ça s'est passé dans la Grèce antique, millimétriquement, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'exercice au quotidien de la démocratie grecque en l'occurrence, hellénique.
et contre toutes les personnes qui nous disent ça n'est pas possible, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, blabla, blabla, blabla. Ce qui est faux, car la démonstration du contraire a été faite. Évidemment, on répondra bien sûr lors de prochaines émissions à la question comment se fait-il que ça n'ait pas duré, mais je peux déjà vous le dire, ça n'a pas duré parce que c'était trop, comment dirais-je, contre les intérêts des oligarques qui ont mis le paquet pour que la démocratie soit écroulée, hein, sous le poids des armes évidemment, hein, à cette époque comme à d'autres. Donc voilà, donc ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est à la fois regarder dans le rétroviseur le passé qui nous aide beaucoup à construire, mais ce passé, il est composé de passé, allez, on va dire intéressant, et puis de passé un peu plus négatif. Donc on veut garder le passé le plus positif possible pour avancer ensemble. Alors c'est qui ensemble? Bah, c'est toutes les personnes déjà qui écoutent ces émissions, les nôtres ou celles d'autres confrères qui disent un peu la même chose, ou qui disent des choses différentes, ou qui ne disent rien du tout. Alors ça, c'est un petit peu plus gênant, parce qu'il faut quand même un petit peu de structure à proposer aux gens qui nous écoutent, si on veut être crédible, tout simplement, et si on veut être crédible vis-à-vis d'autorités extérieures, notamment. Hein. Je pense à l'armée, je pense à d'autres pays étrangers, etc. Donc si on veut pouvoir se positionner à un moment donné pour reconstruire tout simplement un futur politique qui soit différent de tout ce qu'on a numéroté comme République jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à 5 si je me trompe pas. Je crois qu'une fois je me suis trompé, j'ai été jusqu'à 6, qu'on m'en excuse et qu'on me pardonne. Voilà, donc tout ça aujourd'hui revient en force. Et nous avons ce soir la possibilité d'attaquer avec un mot. Alors vous savez, les mots, c'est quelque chose qui est manipulé par ceux qui nous dominent, aussi bien que nos esprits, que nos cerveaux, etc. Et ils jouent avec les mots. Alors il y a un mot en ce moment qui est très à la mode, c'est contre-productif. On a fait des choses, mais c'est contre-productif. Bah c'est dommage. Quand on entreprend des choses, qu'on est politicien, qu'on est censé voir l'avenir et l'avenir du pays dans lequel nous vivons, et comment on va traiter cet avenir, comment on va le prévenir, comment on va l'accueillir, etc. Eh bien, on se dit, hein, ça, c'est tout contre-productif. Alors, on a les gens, voilà, on va prendre un exemple, hein, prendre un exemple tout bête. Alors, là, de contre-production. Alors, est-ce que quelqu'un, déjà, avant que je démarre cette petite litanie, est-ce que quelqu'un a des choses à dire contre vous, moi, contre ce que j'ai dit, ou à compléter le dossier, déjà, à ce niveau-là? Jean-Pierre a déjà la main levée. Il a déjà... Oui, j'avais levé la main quand tu as parlé de démocratie, Philippe, mais je vais y revenir. J'ai hâte à entendre ton exemple de contre-production pour pouvoir aborder justement ces deux mots qui sont associés dans ce vocable. Merci Philippe de continuer. Merci beaucoup. Donc, je me permets juste de faire un petit réglage. Voilà. Donc voilà, l'exemple que je vais vous donner, il est tout bête. Hein, c'est l'attache des bouchons aux bouteilles en plastique. On avait des bouteilles en plastique avec des bouchons distants et séparés. Maintenant, ils sont rattachés au corps de la bouteille. Alors, croyez-le ou non, c'est une disposition européenne. C'est pas inventé par les fabricants, c'est pas inventé par la France, c'est l'Europe. Avec quel but? Eh bien, de faire en sorte que les bouchons, il y en a de moins en moins dans la nature, parce que les gens, ils ouvraient la bouteille, ils buvaient la bouteille, ils jetaient le bouchon et ils jetaient la bouteille de deux côtés différents. Enfin, je ne sais pas trop comment faisaient les gens, mais moi, personnellement, je récupérais les bouchons. Dans les années 90-2000, il y avait eu une initiative assez sympathique de la part d'un comique français bien connu qui s'appelle Jean-Marie Bigard, et qui disait, ce serait bien de récupérer ces bouchons, justement. Et ça s'appelait le Bigarchon, si je me souviens bien. C'était donc un téléthon, une parodie de téléthon, mais qui consistait à récupérer les bouchons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du même plastique que les bouteilles, premier point. Et deuxième point, ils sont d'un plastique différent, donc, qui peut permettre tout simplement de fabriquer des vêtements de type polaire, quoi. Donc on fabrique des choses. Donc la récupération de ces bouchons avait une valeur, tout simplement une valeur commerciale, une valeur marchande. Donc la récupération. Et les gens avaient fonctionné. Et les gens avaient porté les bouchons dans des endroits destinés à cet effet. C'était pratique, c'était facile. Et tout allait bien. Donc, là où on en arrive, c'est qu'on s'est aperçu aujourd'hui qu'en séparant les bouchons des bouteilles, une étude suédoise démontre qu'on n'a pas moins de bouchons dans la nature, on a plus de bouchons dans la nature. Tiens, bizarre. Bah oui, bizarre. Ah pourquoi? Parce que le test de la pertinence n'a pas été fait.
C'est-à-dire que les technocrates qui ont pensé cette chose qui paraissait intéressante a priori n'ont pas été jusqu'à faire un test sur le champ. Voilà. On dirait que pour des vaccins, on dirait qu'ils n'ont pas été testés, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, c'est le même principe. Ça n'a pas été testé. Le système n'a pas été testé et on se retrouve avec plus de plastique dehors qu'avant, avec les bouchons séparés. Que font les gens? Agacés par le bouchon, eh ben, ils l'arrachent tout simplement. Et ils tombent par terre comme les autres. Alors que les autres, bien souvent, ils étaient récupérés. Là, ils sont pas récupérés de rage parce qu'ils considèrent que ce bouchon est un barrage à la facilité d'utilisation de la bouteille. Donc, c'est une contrainte, donc ça va contre les intérêts de l'utilisateur. Vous voyez comment une décision administrative qui a l'air de rien, qui pourtant change pas grand-chose dans les faits, hein, et c'est vrai que la différence, elle est quand même pas énorme, eh bien, conduit la population à un effet de rébellion parce que on se contente de la contraindre sans jamais lui apporter quoi que ce soit de confortable. Et rien que ça cristallise la colère de certains et, à mon avis, justifie qu'il y a de plus en plus de bouchons dans la nature en guise de récrimination, en guise de voilà. Autrement dit, donc cette étude qui a été faite après et non pas avant, qui aurait dû être faite avant, eh bien, elle est contre-productive. En fait, l'opération est contre-productive. On a voulu faire moins de bouchons dans la nature et on obtient plus de bouchons dans la nature. Bravo, bravo aux fonctionnaires de Bruxelles. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc cette contre-production, on verra après qu'elle n'est pas si anodine que ça. Ce sont des fonctionnaires à Bruxelles ou ailleurs, enfin surtout à Bruxelles, qui émanent ce genre de choses. Que font les politiciens français? Plus rien. Ils n'ont absolument plus aucun pouvoir, un peu comme les maires de France n'ont plus grand-chose comme pouvoir, les élus français n'ont plus grand-chose comme pouvoir, et nous obéissons tous, que ce soit les élus français ou les gens comme vous et moi, nous obéissons tous aux fonctionnaires de Bruxelles qui ne sont pas élus, comme vous le savez. Alors, on a l'air de redécouvrir ça à chaque instant, mais je crois que c'est bon de le rappeler quand même, et que cette anomalie démocratique, car c'en est une, devrait être modifiée. Or, elle n'est pas en passe de l'être, pour l'instant en tout cas. Voilà ce que nous entendons. Alors, on peut aussi citer un autre exemple, à moins que Jean-Pierre veuille à cette étape-là, après mon exemple, donner son avis et sa vision des choses. Oui, j'ai beaucoup apprécié ton exemple. Et je vais aborder le mot contre et un autre mot. Le mot contre, je me réfère à une parole d'un être qui a vécu à peu près il y a 2000 ans et qui a dit « Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Ce qui revient à dire que tout ce qui n'est pas démocratiquement décidé par les gens du peuple est contre lui et contre la vie en général. Je ne discute pas de la portée évidente spirituelle de ce qui a été dit par notre frère bien-aimé. Je dis que sur le plan humain, c'est la même chose. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc c'est normal que ce soit contre-productif puisque c'est fait dans des bureaux par des soi-disant experts qui ne sont d'experts que dans le fait d'imposer des choses aux gens du peuple qui n'ont pas concerté. Maintenant, je vais en venir en tant que poète des mathématiques, si je peux me permettre, à la solution du problème. Le problème, c'est contre, sauf pour une échelle qu'on peut appuyer contre un mur ou contre un arbre. Dans ce cas, le mot contre prend toute une ampleur qui signifie quand même avec. Le mot avec signifiait dans la Genèse, il se trouve que j'ai une éducation chrétienne, et dans la Genèse, il y a deux phrases essentielles qui contiennent le mot avec. Au commencement est le verbe, ça c'est la première phrase, ça ne contient pas le mot avec. Deuxième phrase, et le verbe vibre avec Dieu, avec. Et Dieu est avec le verbe, troisième phrase. Ça veut dire que ce mot est d'une importance capitale, au point que les Romains ont dit Ave Maria, Ave César, etc. Je suis avec toi et non pas contre toi. Donc tout ce qui est fait d'une façon démocratique est fait avec tout être des gens du peuple. Et je dis avec tout être car les démocrates athéniens ont même inclus les gens qui étaient contre eux pour les faire voter avec. Donc je vous prie d'accueillir ce mot qui est d'une portée spirituelle et concrète absolument extraordinaire, avec. C'est ce que nous souhaitons, faire les choses avec vous, et non seulement avec vous, mais avec aussi les moyens que vous aurez pu partager avec nous. Ensemble, nous y arrivons. Merci d'avoir entendu. Et nous sommes en harmonie avec le temps puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes.
Ah, alors c'est parfait. Alors, si en plus la compétition est quasiment gagnée. Je voulais revenir sur un contre-productif de plus en plus célèbre, on va dire, par ordre d'entrée en scène. On a cité donc les bouchons plastiques, qui est un petit exemple, mais qui est quand même très significatif. On peut signaler également et rappeler l'affaire du critère 3, la fameuse vignette critère 3 à mettre sur les véhicules. Sait-on alors qu'il est que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, si on appliquait cette règle qui a lieu sur 3 grandes villes, je crois, en France, de Paris, Lyon, Marseille, globalement, Paris, Grande Couronne, eh bien, il semble que si on applique cette règle-là, il y a 80% des véhicules d'un département comme la Seine-Saint-Denis qui devraient sortir du jeu. On devrait vider 80% des voitures de la Seine-Saint-Denis qui seraient non conformes, en non-conformité, on va dire, avec à la fois l'âge de la voiture et sa pollution putative. Alors, on sait très bien que ces problèmes de pollution, ils sont importants, hein, évidemment qu'on veut respirer des choses bien, mais on sait très bien que du gaz carbonique, il n'y en a pas assez dans l'atmosphère, d'une part, sur la planète, hein, et que deuxièmement, les gros pollueurs, c'est pas pas les voitures, ce sont les paquebots qui les transportent entre la Chine et l'Europe ou l'Occident. Ceux-là sont très pollueurs. Ceux-là, est-ce qu'on les fait payer? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne payent pas une amende, ils payent un droit de polluer, ce qui est tout à fait différent, qui est une notion différente. Et le droit de polluer, eh bien, eux, ils l'ont. Nous ne l'avons pas. Nous ne sommes que des vilains petits canards qui polluons la planète et que nos enfants montrent du doigt à cause de ça. Est-ce que tout ça est bien sérieux? Je vous laisse en juger. Donc, il y a d'autres dispositions qui vont être prises prochainement concernant les véhicules, qui vont très probablement nous diriger vers le remplacement du parc. Avant même que les gens aient pensé et eu l'idée qu'ils auraient à changer leur voiture parce que, comme on disait autrefois des voitures américaines, on les changeait lorsque le cendrier était plein. C'était une vieille blague du Parti communiste, j'imagine, qui consistait à dire aux États-Unis, ils changent la voiture quand le cendrier est plein. Bon, aujourd'hui, on va nous obliger à changer la voiture alors qu'elle roule très bien, alors qu'elle a été vendue neuve dans des conditions technologiques qui étaient parfaitement légales, et qu'au cours du temps, ces conditions ayant été dégradées en quelque sorte, eh bien, il y a une rétroactivité de la loi qui fait qu'à un moment donné, on est jugé selon la loi d'aujourd'hui sur un appareil qu'on a acheté il y a 15 ans. Voilà. Donc c'est compliqué et il va falloir s'habituer à avoir d'autres spoliations de droits, tout simplement. On va être spolié dans nos droits, le droit de circuler en l'occurrence, hein, en voiture. Et donc on s'y achemine doucement, mais sûrement, le critère 3 n'étant que le début du commencement d'une spoliation générale de nos propres véhicules. On va s'apercevoir que bientôt nos véhicules, on ne peut pas les garder plus de 3 ans car le critère va être accéléré, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, votre critère, il vous permet de rouler 5 ans. Au-delà de 5 ans, il faut changer le véhicule, mesdames et messieurs. Ah bon, d'accord. Donc il faut plus l'acheter, il faut le louer. Bah oui. Donc on n'a plus rien à nous. Bah non. C'est comme disait Monsieur Schwab. Alors on n'a plus rien à nous. Bah oui, c'est comme ça. Donc il faut voir venir les choses de cette façon-là. Sinon, si on ne les voit pas venir, évidemment, on risque d'être un petit peu en cécité le jour où elles arrivent, quoi. Et puis je voudrais parler de la dernière, une dernière fois, je dirais, de ces phénomènes de contre-productivité. On se souvient tous, évidemment, que lorsque M. Poutine a envahi l'Ukraine, M. Le Maire, chez nous, le ministre, je rappelle, de l'économie à l'époque, nous expliquait que la Russie n'en avait que pour quelques mois de réserve et que son économie allait s'écrouler. Je dirais que voilà, des prévisions à la Pyrrhus comme ça, c'est-à-dire que plus l'économie russe, pas Pyrrhus mais russe, hein, se dégrade et plus les Russes gagnent de l'argent et plus nous en perdons. Ah bon, il a fallu du temps pour que Monsieur Le Maire et ses équipes comprennent les mécanismes qui se cachent derrière tout ça, qui sont un petit peu techniques, j'en conviens, mais qui sont normalement à la portée des gens aussi brillants qui aujourd'hui dirigent ou prétendent diriger notre pays. Donc voilà, donc on s'est retrouvé à cul par-dessus tête, évidemment, c'est-à-dire qu'il est arrivé à peu près le contraire de ce qui avait été prévu. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'à quand tous ces messieurs vont-ils montrer une incompétence totale?
Alors évidemment, on peut toujours dire, il n'y a qu'à les remplacer, ils sont d'une bêtise crasse. C'est ce qu'on entend généralement. Hein. C'est ce qu'on entend. On se dit, bah tiens, ils sont vraiment pas doués. Hein. Ils sont vraiment pas doués. Alors en fait, j'ai l'impression, ça c'est très personnel, hein, que c'est pas qu'ils sont pas doués. Ils sont à peu près comme nous, ni plus, ni moins. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Mais on leur demande de prendre des décrets, de créer des lois qui ont été probablement travaillées en loge. Hein. Là, je pense pas à dire de grosses bêtises, parce que ces lois, elles nous tombent dessus avec une grande verticalité et un poids énorme. Et on n'a que même pas le temps de les lire pour se rendre compte qu'elles ont déjà été votées, quoi, ou pratiquement, quoi. Donc c'est ça qui est en cause et qui agit à cet endroit-là. Ah ben, c'est pas ce qu'on voit. Hein. C'est pas les politiciens qu'on nous met. C'est des gens qui sont au-dessus. Ce sont soit des oligarques qui sont des patrons d'entreprises géantes, soit d'autres personnes qui sont effectivement dans le circuit et qui détiennent les masses monétaires qui vont bien, qui imposent leurs lois à tous les autres. Voilà. Donc ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est du côté de la France, un enfoncement qui continue au moment où, de l'autre côté de l'Atlantique, on assiste à l'inverse. C'est-à-dire que tout va mieux depuis l'intervention de monsieur Trump, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais qu'effectivement, il a pris des décisions qui vont bien. Je vous demande une petite seconde, et je cède la parole à qui la veut pour l'instant. Eh bien, ce sera à Jean-Pierre, juste avant de conclure. Merci. Eh ben, tout d'un coup, j'ai un grand vide. Alors, je vais faire avec vous. Sylvain, aurais-tu un mot à prononcer pour que je puisse me laisser porter avec ce mot? Oh, je peux même en dire plusieurs. Joyeux, Cosmos. Joyeux, alors, œuvrons joyeusement ensemble, si vous permettez. Joyeux grincheux, oui. Alors, je vais être tout sauf contre-productif, évidemment, pour terminer cette émission. Je vais vous souhaiter un joyeux cosmos, musique et vibration, et je pense à Iota, d'ailleurs, en disant cela. Une excellente soirée également, et notre prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil National de Transition Français, canal historique, dans 48 heures. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également, messieurs, dames. Au revoir.